Bonjour à tous, bienvenue. On parle crypto aujourd'hui, évidemment. Vincent, Carlos, moi je suis là pour faire dire bonjour et bouger les bras parce que de toute façon j'ai pas d'opinion. Mais on va parler crypto. On Alors parlait pas du c'était, million de dollars quand même? si bien sûr, mais ça discrètement. Non, alors on est dans une super année crypto, je crois. Je crois qu'on peut qualifier ça comme ça, puisqu'on a eu enfin notre 100 000 dollars sur le Bitcoin, ce qui était prévu depuis plusieurs années pour Noël. Je suis hyper déçu parce qu'ils n'ont même pas été foutus d'attendre Noël. Donc on en est où maintenant? On fait quoi? On achète du Dogecoin parce que Monsieur Musk est le nouveau patron de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on en pense, hein? Déjà, c'est une année exceptionnelle pour Bitcoin 2024. Si tu regardes simplement la hiérarchie, tu compares toutes les classes d'actifs. Même tu vas chercher les stars de la tech US, tu as quand même Bitcoin qui est tout en haut. Bitcoin qui fait mieux que tous les indices US, Bitcoin qui fait mieux que le Nasdaq. C'est l'année du halving, c'est l'année du point de départ du bull run qui a commencé. Alors, le bull run, Bitcoin, en général, on le fait démarrer lorsqu'on casse l'ancien record historique. Cette année, il y avait eu une cassure marginale en mars, mais avant le halving, qui était une sorte de faux départ, où il y a eu, 40 et quelques. voilà exactement, il y a eu 6-7 mois de phase latérale où la masse commençait à stresser. Finalement, voilà, l'élection présidentielle de Donald Trump a donné le point de départ du bull run. Donc, c'est l'année du halving, c'est l'année du point de départ du bull run, c'est l'année des ETF, aussi en tout début d'année, la validation des ETF. Et, et c'est l'année qui voit, on peut se projeter sur une arrivée politique de personnalités pro-crypto. Bref, on peut se dire que cette cible des 100 000 dollars, ça semble n'être que le début. Enfin, en tout cas, Bitcoin est dans sa répétition de cycle traditionnel, cette alternance de phase de bear market, de reprise, de halving, de bull run. Et là, 2025, ça va être le développement du bull run. Mmh. Oui, en plus, comme tu disais, le bull run, normalement, on le débute quand on casse un ancien all-time high. On avait quand même un prix maximal historique. On avait quand même une résistance très forte aux alentours de 40 et quelques. Je pense que les ETF ont énormément aidé à cela. Je pense aussi qu'après les ETF, les inflows, outflows, les gens regardaient beaucoup trop ça comme la seule référence de marché. Mais après la nomination de Trump comme président, je pense que il y a eu aucun doute par rapport à ça. Oui, ça a été. Souvent, certaines personnes se disent voilà, c'est grâce à Donald Trump que le Bitcoin a permis. Moi, je pense que ça a été simplement un accélérateur de cycle. On peut chercher à imaginer qu'est-ce qui se serait passé sur Bitcoin si les démocrates avaient gagné. Il y aurait effectivement un drop, le marché serait probablement revenu à 40-50K, mais le cycle Bitcoin aurait trouvé d'autres, plus tardivement, des moyens de se relancer, d'avoir lieu en 2025. Et il y a une question maintenant qui est super intéressante par rapport à ça. Donc, si on fait le bilan de 2024, on fait de la répétition de cycle classique, donc on a démarré le bull run, et j'entends de plus en plus le terme, et ça peut faire un peu rêver, mais il faut faire attention, super cycle. C'est-à-dire que pour certains, non seulement on ferait de la répétition de cycle, mais qu'on irait au-delà des métriques moyennes des 3 cycles précédents. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors il faut faire super attention parce que le dernier qui a parlé de super cycle, c'était Jim Rogers sur les commodities dans les années 2007-2008. Fameux Jim Rogers. Ça a moins bien marché dans les premières années. Ça a marché plus tard, mais ça a moins bien marché. Mais moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le côté moi, je vois ça comme observateur parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, il y a une conviction qui est de plus en plus forte de la part du fait. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va aller à 250 000, la question, c'est qu'on sait qu'on va y aller. Je vous entends parler comme ça ce matin. Je pense que c'est plusieurs facteurs. Comme tu disais, le fait qu'un gouvernement, parce qu'il y a plusieurs gouvernements qui se sont déjà impliqués directement avec Bitcoin, mais c'était des gouvernements quand même de taille très petite, voire inexistants au niveau global. Je parle du cas du Salvador, mais aussi de République centrafricaine, qui, bon, était on va dire un shenanigan de marketing qui était assez fort, mais qui quand même n'avait pas d'impact. Maintenant, on voit le président de Salvador mettre des screenshots des réserves du pays sur Twitter. Sur le coup, il a bien joué parce que ça fait quand même une réserve de cash. Mais Ils ont quasiment doublé. oui, voilà. Mais finalement, c'est aussi intéressant de voir que le Fonds monétaire international continue de mettre la pression sur le Salvador en disant voilà, faites quand même quelques pas en arrière. Donc, mais bon, voilà, c'était un petit player, le Salvador. Là, maintenant, on voit un pays comme les États-Unis. Et sans transition. Voilà. On est passé de El Salvador, bon, pas encore, on va dire. Pour l'instant, c'est des promesses. On reviendra pourquoi c'est peut-être fragiliser aussi le cycle actuel si ces promesses sont accomplies. Donc, il faut faire quand même gaffe. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas eu une transition avec, on va dire, des pays de moyenne taille qui sont peut-être hors G20. Non, non, on est parti directement aux States Mais d'un coup. si on reste justement aux États-Unis, même avant l'élection de Donald Trump, n'oublions pas que les ETF US ont été quand même validés sous administration démocrate. Et à l'origine, il y a quand même BlackRock. Et finalement, l'histoire commençait déjà à être écrite quand BlackRock a décidé de soutenir
Et c'est Larry Fink qui déjà, depuis plus d'1 an, te décrit le Bitcoin comme le gold numérique. Comme si d'une certaine façon, à travers les ETF Bitcoin, on cherchait un relais aux ETF Gold qui sont surcapitalisés, qui existent depuis 20-25 ans. C'est comme une sorte de continuité ou de diversification, mais on reste dans cette logique des ETF. Et les ETF étaient là avant la victoire de Trump. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a maintenant dans l'équation, tu as les ETF BlackRock multipliés par l'administration Trump. Et quand tu vois qu'on a des postes, pas ministériels, mais ministres délégués, pour reprendre des termes, voilà, ou des conseillers spéciaux, je crois que c'est M. Stack, il me semble, des conseillers spéciaux en intelligence artificielle et crypto-monnaie. La crypto a toujours rêvé d'être mis au même niveau que l'IA. Et là, donc, c'est des choses, ça fait rêver pour 2025. On va aussi parler, il faut rester prudent, mais effectivement, logiquement, sauf fait exceptionnel, on a un bull run qui a démarré, on fait de la répétition des cycles passés de manière assez standard, et on a un cadre politique, au moins états-unien, qui va être porteur. Au moins. On va logiquement au moins s'inscrire au minimum dans la moyenne des cycles passés. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc, Après, il y a aussi un risque, hein. Donald Trump est un excellent communicateur, notamment pour un public States. Je pense qu'un public européen est quand même un peu différent. Mais les promesses maintenant doivent être complètes. Donc, je pense que tout ce cycle maintenant repose énormément sur ces promesses. Il y a un approval, enfin, le Congrès doit valider tous ces nominations. On va voir ce que ça donne aussi. Bon, pour JFK Jr., ça risque d'être assez complexe. Pour David Sacks, quand même personnage assez public, il a un podcast extrêmement populaire aux US, qui s'appelle All In Podcast, avec des types qui étaient des ex-collègues de la PayPal Mafia, Facebook. Donc, tu as vraiment la Deep Silicon Valley Tech qui est profonde, qui est là. Mais il faut voir maintenant la capacité qu'ils vont avoir à faire tout ça. Comme pour Elon Musk, hein, pareil. oui, on sait qu'il y a une partie des républicains dits modérés qui pourraient bloquer certaines choses, mais par exemple par rapport au projet d'une réserve stratégique en Bitcoin, est-ce que là, je pense qu'avec la majorité, il a un pouvoir politique, ça ferait partie des choses quand même qui devraient faire pouvoir... Oui, même symbolique, je dirais, hein. Ça ne doit pas être quelque chose de gigantesque. Je pense que le symbolisme a aussi beaucoup de poids sur cette volatilité et sur ces variations de prix de Bitcoin et autres assets aussi. Je pense que ça va être clé. Franchement, même si c'est une somme ridicule pour un État comme les États-Unis, on parle de 0%, 0,01% du PIB américain, c'est quand même un chiffre conséquent. C'est très symbolique. C'est leur seul moyen d'essayer d'éponger la dette, hein. Oui, alors certains disent... C'est de gagner sur Bitcoin. Il y a aussi toute la question, tu sais, je me souviens sur le cycle précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un des déclencheurs du bull run du cycle précédent, donc 2020-2021, c'était lorsque PayPal avait intégré un module de paiement crypto. Alors d'ailleurs, il me semble que c'est pas David Sacks, mais il y a un autre conseiller spécial qui vient de PayPal, qui est un proche d'Elon Musk. Peter Thiel, Voilà, il rejoint se parle avec. Mais enfin, en tout cas, ils viennent tous un peu de ce monde-là. Et la vraie question que je me pose, c'est marrant parce que là, je voyais passer un tweet de CZ, l'ex-patron de Binance, voilà, qui alpaguait via X, on ne dit pas Twitter, Amazon, en disant, voilà, Amazon, quand est-ce que vous lancez enfin le module de paiement crypto? Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous paraît crédible ou pas? Alors, ça me paraît crédible. Pour moi, bon, là, il y a quand même différents trends par rapport au niveau de paiement, c'est une chose. Il faut aussi penser comment le système de paiement global marche. Tous ces unicorns dont on entend parler, de Klarna, Stripe et autres. Je pense que les payment rails, c'est un marché. On va valider les paiements à travers les cryptos. Ça, c'est un marché. Il faut une bilatéralité. Donc, ce n'est pas seulement le client qui veut payer en crypto, mais ça doit être aussi la personne qui vend, qui doit vouloir être payée en crypto. Sinon, forcément, Il faut faire une conversion, il faudra que... Ouais. Exactement. Donc, pour moi, ça, c'est un débat. Le deuxième débat qui se rechauffe depuis hier, c'est celui que MicroStrategy a beaucoup poussé pendant les dernières années. C'est de se dire, les compagnies, voilà, votre trésor, vous pouvez l'orienter légèrement vers le Bitcoin. Hier, on a eu la mauvaise nouvelle. Microsoft... C'était attendu, hein, je crois, Microsoft. Oui, Microsoft, je pense qu'on est attendu. Surtout si on voit le cap table de Microsoft. On verra pour Amazon, on verra pour d'autres compagnies. Il y a encore des votes qui sont prévus au niveau de l'actionnariat pour ce... Alors, je crois qu'il y a eu une soumission pour Amazon précisément. C'est pour ça que c'est venu dans mon esprit. Mais je pense qu'il y a déjà une compagnie en France qui a annoncé qu'il va être le MicroStrategy français. Donc, pour la France, un pays aussi
très, très spécialisé dans le monde de l'investissement avec plein de produits, de PEA, PER, etc. Ça va donner accès aux épargnants français directement à l'exposition de crypto. Donc, je pense que tout ça combiné, ça ouvre plusieurs portes. Donc, maintenant, c'est pas qu'une porte se ferme, du coup, tout est foutu. Je pense que ça réouvre des opportunités et comme tu disais, un super cycle. C'est-à-dire où on aligne 4 trucs dans le même temps, ETF, US Pro Crypto, les gens de Longox payés ne vendent pas, etc. etc. Et si on les empile, c'est là où on peut voir des prix, Tout à fait. Et aussi, il me semble, les remboursements des clients d'FTX Oui, en plus en cash. en cash. Donc derrière, Pas ça comme va un box. racheter. Donc, et au final, tu vois, il y a tellement de facteurs comme ça qui sont bullish réunis ensemble que certains pensent même que ce cycle Bitcoin, tu vois quand même l'alternance de phase de bear market, de reprise, halving, bull run, certains pensent qu'on n'aura plus de bear market. Et moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Malgré tous ces éléments, il y aura encore des bear market crypto. Et d'ailleurs, si on raisonne encore en termes de cycle, cette fois-ci d'un point de vue temporel, c'est l'année 2025 qui va voir le bull run, mais c'est aussi l'année 2025 qui verra la fin du bull run, ou début 2026. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Quand tu étudies le drawdown de Bitcoin, dans les phases de fin de bull run à bear market, on parle de 70 à 80%. Et ça, moi, je reste convaincu on retrouvera des phases de baisse de cette ampleur-là, ou peut-être un peu moins 50-60, mais ça existera encore. Quels que soient les ETF, quelles que soient les compagnies qui vont investir en Bitcoin, même s'il y a une réserve stratégique américaine, mais les bear markets ne durent jamais plus d'1 an. Oui, ça oui. Donc ça, il faut 2025, c'est l'année où il y a effectivement, je pense, de l'argent à faire encore en crypto, mais c'est l'année où il ne faudra pas être le dernier à revendre. Donc voilà, ça me paraît. Mais là, on parle, toi, tu disais tout à l'heure, avant cet enregistrement, tu disais que finalement, on n'aurait plus, selon toi, des baisses de plus de 10% intraday, que c'est terminé maintenant. Oui, moi, pour Bitcoin, enfin, on n'est pas magicien ici, mais je vois pas pour Bitcoin des fortes descentes dans le même jour. On a eu un petit flash crash là récemment. On a eu l'expérience en Corée du Sud quand il y a eu la loi martiale. On a eu des corrections extrêmement fortes. Mais après, il faut comprendre aussi les mécanismes de marché. Corée du Sud a une régulation extrêmement particulière. Du coup, la liquidité dans une monnaie en plus comme le won, qui n'est pas une monnaie même pas, je crois, tier 2, elle est tier 3. Donc, c'est vraiment une monnaie extrêmement illiquide. Les market makers, je pense, ont paniqué. Mais ça nous donne aussi un petit peu une référence de comment les gens réagissent face à des contextes macroéconomiques difficiles. Dans ce cas-là, on pourrait dire micro-Corée, macro en Corée, mais quand même micro au niveau global. Mais je pense que ça va être les challenges pour les cryptos. Bitcoin, je pense que va devenir un peu la valeur refuge de référence, ce qui est quand même le cas depuis un certain temps dans le monde des crypto-monnaies. Elle va devoir prouver ça face à l'or, parce qu'on ne voit pas des crashs de l'or de 10-15%, même si c'est des flash crash. Après, la liquidité structurée On du ne voit pas des bear 20%. markets de l'or de 80%, quoi. On Exactement. voit pas ça. Donc moi, je pense que pour Bitcoin, je suis d'accord avec toi, on va avoir des baisses plus modérées au long des bear markets, mais je ne pense pas qu'on va avoir des grosses journées dans lesquelles on va avoir du moins 20% en Bitcoin. Et si on le voit, ça va être dans des marchés locaux et par des raisons très spécifiques. Par contre, voilà, Bitcoin doit quand même se prouver face à l'or. L'or, normalement, il spike, il augmente fortement. Enfin, fortement pour l'or, c'est 2-3% dans la même journée. Dans des contextes macro complexes, on va voir si Bitcoin est capable de faire ça. Pour le moment, en Corée, ça n'a pas été le cas. J'insiste, il y a quand même un contexte complexe et spécifique. Mais on va voir comment le Bitcoin réagit face à des difficultés macroéconomiques. Les autres cryptos, parce que là, on parle de Bitcoin depuis 15 minutes, il y en a d'autres? Pour c'est les alts, t'en penses quoi, Carlos? Les alts. Je pense que, bon, il y a, on appelle les altcoins, tout ce qui n'est pas Bitcoin, aussi pour le public généraliste. Dans les alts, il y a plein de sous-catégories. On a des catégories, et on peut parler un peu similaire aux ETF. On a des catégories thématiques. Les meme coins est une catégorie thématique. On a l'IA comme catégorie thématique. On a aussi des sous-catégories à l'intérieur. Donc, dans l'intérieur des meme coins, moi, j'aime beaucoup séparer en deux. Les anciennes meme coins, donc des meme coins historiques, Dogecoin étant, je pense, le meilleur exemple que j'ai en tête. Mais on a aussi les nouvelles meme coins qui apparaissent, des meme coins probablement. Et Floki, WIF. Exactement. Donc, elles vont challenger Doge. Elles font partie maintenant de ce bloc, on va dire, de crypto fort. Très intéressant de noter que lorsque PP a été listé chez Coinbase fin 2024, le jeton tout de suite a... Déjà, le nom est marrant, PP, hein, on parle quand même de jetons, voilà, ça représente des petits animaux, des petits chiens, mais c'est ce qui donne de la perf. Et c'est là où l'investisseur particulier, le retail trader américain, ils sont des dizaines de milliers à ouvrir leur compte Coinbase chaque semaine depuis la victoire de Trump, ça traite du PP, ça traite du Floki, et ça on attend du 200-300% de hausse.
Ce qui est possible sur ce cycle. Mais encore une fois, il ne faudra pas être dans les derniers à revendre. Oui, donc voilà, il y a plein de meme coins vont devoir pouvoir, je suis le nouveau Dodge ou je suis un concurrent Dodge, un peu ce que Ether à l'époque cherchait face à Bitcoin. Maintenant, on sait tous, on a un peu tous validé la vision, Ether est dans un autre jeu, Bitcoin c'est la réserve de valeur, Ether a de la concurrence, pas comme Bitcoin. Dans l'intérieur des meme coins, comme je disais, on a celles qui essayent de se renforcer et celles qui apparaissent et disparaissent. Donc, on a vu très récemment tous ce que j'appelle momentum. Donc, c'est des meme coins qui apparaissent et disparaissent au fil de quelques semaines. Mais comme tu disais, je vois un mème sur TikTok, sur X ou sur Facebook. Je le vois récurremment. Il y a toujours quelqu'un qui va créer un meme coin derrière. Ce meme coin va augmenter en moyenne, d'après ce que j'ai vu sur Dexcan, on peut voir entre 50 et 100 000% depuis le lancement. Et après, il chute 99% 3 jours après. On a un personnage célèbre aux États-Unis, Hack to a Girl, ou un truc comme ça. Actua, ouais. Pareil, elle a annoncé sa crypto, elle a flambé de 600% et puis elle a shooté 99%. Et c'est pour ça que je On pense a que dans un portefeuille crypto, il faut du Bitcoin, de l'Ether à 70%. Et il ne faut pas aller s'amuser à faire 70% de son bag sur ce type de jeton. Là, même bull run ou pas, c'est la perte assurée. Enfin, sauf. Ça dépend du timing. Oui, bien sûr. Les Voilà, gens, ça dépend du timing. Les gens, en fait. ils jouent quand même à la loterie. Donc, ici, ils voient qu'au moins, il y a un facteur dans lequel ils ont une décision à prendre par rapport au loto où tu prends un numéro et tu attends. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a un sous-secteur à l'intérieur des cryptos qui, comme dans la bourse, quand on parle d'options extrêmement out of the money, etc., et qui attire beaucoup les gens. Et il y a beaucoup de pays émergents où le gambling, les jeux de hasard, on dit en français, je pense, sont complètement interdits. Et du coup, ils peuvent aller chercher cette volatilité, ils peuvent aller chercher ça ailleurs. On l'a vu avec Polymarket, notamment avec l'élection de Trump. Il était très juste d'ailleurs sur les résultats des élections. Et Swing State, notamment. Content. Polymarket, c'est le Retopol ex-Matic d'ailleurs. Ça fait 30 ans que je me bats dans ce métier pour dire que c'est pas du casino, et puis paf, on y revient. Sous-section, oui. Non, je sais. Maintenant, je pense que Bitcoin, Ether, on va dire le top 20, Ripple et même certaines meme coins comme Dodge ont prouvé au moins qu'elles sont là pour rester. Ça, et c'est déjà quelque chose. J'aime bien le terme d'inocoin pour un peu les sections qui retiennent des positions fortes. Mais maintenant, il y a plein de challengers qui arrivent, et il y a plein de projets qui essayent de faire la concurrence à Ether. On voit Solana maintenant. Tu as fait Solana qui a eu un parcours boursier Qui incroyable. arrive très fort. Ripple qui se présente un peu comme, OK, Ether, Solana, c'est pas institutionnel 100%. Moi, Ripple qui a été produit libéré institutionnel. depuis qu'on sait que Gary Gensler de la SEC, la SEC part. Le Exactement. jeton Ripple XRP qui était écrasé, il est passé de 50 centimes à 2 et quelques dollars, qui capitalise déjà 100 milliards. Ça va être enfin son cycle. C'était la déception du cycle de 2020-2021. Non, mais il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai quand même une question pour vous, messieurs. Si on doit se mouiller, d'après vous, c'est la question qui intéresse finalement tout le monde, jusqu'où peut aller Bitcoin? C'est pas un conseil en investissement en 2025. C'est moi qui dois répondre en premier. Elle est facile, celle-là. 250 000. Parce que visiblement, j'ai vu qu'aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi sur les crypto-monnaies. Enfin, en tout cas, certains princes des crypto-monnaies ou rois des crypto-monnaies comme Michael Saylor qui a un target à 13 millions dans 20 ans. Mais 13 millions dans un an. Oui, au moins, ils projettent sur du temps. Ouais, 250 000, ouais, ça me paraît très rigolo. Oui, moi, je pense qu'en référence dollar, parce que comme on discutait, je pense qu'il y a des références à regarder dans d'autres devises. Oui, c'est intéressant ce dont tu nous parlais, notamment la cotation de Bitcoin en yuan, tu nous parlais. Oui, en yuan ou en yen, on pouvait observer des prix en dollars. Par exemple, je me rappelle à 86 000, on avait des très fortes résistances où on se disait, comme occidentaux, 86 000 dollars, c'est pas un chiffre spécial, c'est pas 100 000. Voilà. Mais après, tu le mettais en yuan japonais, c'était 9 99 000, 80 Voilà. Et ça, c'est super intéressant. Donc moi, en dollars, je dirais aussi vers ces alentours. Je pense qu'entre 200 et 400, je le laisse très ouvert parce qu'aussi la psychologie va jouer un rôle très important. Je pense que les 100 000 vont avoir quand même une certaine difficulté à s'imposer et à se maintenir. On l'a vu là récemment, on a fait 104, je crois, de mémoire. On La travaille. relation due à 96, micro flash crash. Il y avait quand même pas mal de leverage, comment vous dites en français leverage? Ouais, levier en gros. Oui, voilà, il y avait énormément de leviers dans le marché, donc les liquidations ont forcé ces petits flash crash à 94 là récemment. Je pense qu'une fois que Bitcoin solidifie les 100, les promesses politiques américaines sont moyennement respectées ou au moins symboliquement représentées. Je pense qu'on verra un cycle janvier jusqu'à mars peut-être entre 100 et 110. Et mais après, ça sera quelques devises comme le yen, le yuan qui vont probablement porter un peu plus de force sur le prix. Donc, je passerai à partir de 100, 120 000 dollars, je passerai plutôt à regarder des devises de deuxième rang.
enfin tier 1 quand même, mais je commencerai plutôt à regarder à l'extérieur et aussi des devises émergentes. N'oublions pas, Nigeria, Turquie représentent quand même quasiment 5-6% du marché global crypto et de ce qu'on sait. Bon, je parierais plutôt du 10%. Donc tout ça cumulé, des pays émergents comme l'Inde, des pays très riches comme les Émirats qui vont réguler et qui vont accepter, etc. Je pense qu'on peut après voir un cycle jusqu'à 200-400 000. Ça dépendra aussi de la psychologie des gens. Est-ce qu'à 200 000, les gens ils vont voir ça aussi symbolique que les 100 000 et vont vendre fortement? On verra. Moi, j'ai l'impression que 200 000, c'est un peu l'objectif minimum. Si on fait du repeat cycle, c'est-à-dire que la performance sur les cycles précédents qu'on observait avant le halving et après le halving, en fait, ça nous donne du 200K en fait. Ça nous donne du 200K. Si maintenant on commence à parler de super cycle, tu prends par exemple le fameux modèle stock to flow, le fameux stock to flow modèle, alors qui est en débat, hein. Certains disent que c'est rien, voilà, mais le stock to flow, c'est une référence maintenant, donne du 400, 450. Beaucoup pensent, par exemple comme Michael Saylor, qu'on peut faire le million sur ce cycle. Moi, c'est là où je ne serais pas d'accord. Ou le million sur ce cycle-là, moi, ça, j'y crois pas. Ou ce serait dans l'ultime euphorie de fin 2025, mais ça me paraît... il ne faut pas non plus rêver. Donc, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, entre 200 et 400, 450. Et encore une fois, si vous revendez tout à 250 et que ça va à 450, pas de déception. Derrière, il y a un bear market, on reviendra chercher les 100, donc voilà. Oui, comme je le dis personnellement à mon entourage, hein, même si tu as ce rêve fou de multiplier ton investissement crypto par 10 000, etc., dès que ça fait x2, x3, x5, comme on voit dans le cycle actuel, notamment Ripple, non, par référence que tu mentionnais, là on est à x4 avec un pic à x5. Vendre un 10, 15%, même si on l'a vendu et ça redouble et ça retriple, même si à la fin du cycle, il fait Un gain est un 3 000, gain, un gain est un gain. un gain est un gain, premièrement. Et après, franchement, si ton objectif est de devenir milliardaire avec ça, je pense que le marginal entre 300 millions et 1 milliard est quand même assez bas. Tu peux te permettre les mêmes caprices et tu vas faire un peu la même chose. Donc, je pense que ça aussi, les gens, ils vont gagner conscience de ça. Surtout la communauté old school crypto qui n'a pas vendu beaucoup dans les derniers cycles. Je pense qu'ils vont être tentés maintenant qu'ils vont voir 5, 6, 7 et le 8e zéro apparaître. Là, ils vont commencer, je pense, aussi à paniquer. N'oublions pas les institutionnels. Les derniers bull runs étaient purement retail. C'est pour ça qu'on voyait des multiples si élevés. Je pense qu'un institutionnel qui a quasiment, je pense, c'est dans les papiers des ETF, hein, mais qui a entre 20 et 30 jours pour clearer avec Coinbase, par exemple, va faire des swaps, va distribuer ses ordres au fil du temps, va attendre et va mesurer énormément de data sur le levier du marché et va essayer de capturer des achats en liquidation et pas en plein bull. Je ne parle pas de Michael, probablement Michael Saylor, Oui. mais d'autres acteurs. Je pense que cette professionnalisation de côté trading va énormément arrêter les retail. Je pense que tout ça, avec un marché de futurs et options développé, etc., je pense que c'est les prochaines étapes. C'est un peu, on parlait d'institutionnalisation l'année dernière. Je pense qu'on peut parler dans les prochaines années de bancarisation. Donc, c'est les institutions financières qui vont maintenant être des acteurs et pas que des crypto-exchanges, crypto-natifs, on va dire. Tous ces facteurs cumulés, plus les bonnes nouvelles US, etc., vont essentiellement nous continuer le bull run, mais je ne pense pas, comme je disais, moins 10% dans une seule journée ou moins 20 plutôt, je ne pense pas qu'on va avoir non plus des plus 40%. Peut-être les jours d'annonce des réserves pour les Américains, si on voit des chiffres conséquents, des banques centrales qui commencent à acheter des cryptos, notamment le Bitcoin pour le cas, pour par exemple ne pas choisir un bloc, l'Est ou l'Ouest. Non, je pense au Kazakhstan que je disais récemment, non, ils sont un peu dans l'impasse. Maintenant, ils ont ou soit des euros, soit des roubles. Non, maintenant j'ai du Bitcoin. Et comme ça, je choisis pas. Tu peux pas me friser si je fais du business avec eux, mais en même temps, eux, ils peuvent quand même m'obliger à utiliser l'autre et j'utilise une monnaie de référence. Donc, je pense que tout ça va cumuler, mais c'est des acteurs extrêmement avancés dans le monde du trading et des devises traditionnelles qui vont rentrer. Et je pense que ça va aussi certainement calmer un peu, maintenir la tendance, mais on va pas voir des mouvements si brusques. Ça serait ma théorie pour ce cycle. On construit des stratégies de trading un peu avancées dans lesquelles on cherche à faire des targets étroits, réduire un peu la volatilité. Ça, c'est quelques pistes que je pose sur la table aussi pour débattre. Si la réduction de la volatilité sur Bitcoin, ça me fera plaisir à tout le monde, hein. Non, mais il y a des acteurs que peut-être pas. Parce que les gens qui achètent des meme coin momentum, qui cherchent vraiment à gagner de l'argent sur une semaine, ils étaient
fièrement investisseurs dans Bitcoin. Maintenant, ils sont partis sur Solana, Ether, Polygon, tu disais avant, Polygon Matic. On va voir aussi ce changement, non? C'est les weak hands versus les strong hands, comme on dit en anglais. Ouais, très intéressant. Je repense à quelque chose qui me vient à l'esprit récemment sous une des vidéos que j'avais fait sur Bitcoin, justement. Quelqu'un mettait un commentaire, mais je comprends plus. Je regarde plusieurs vidéos crypto. Il n'y a plus aucun scénario baissier évoqué. Ça me fait peur. C'est 100% d'optimisme. Et je me souviens, il y a un an, on était tous les trois et on avait mis en avant quelques nuances. Est-ce que ça devient difficile d'en trouver des nuances? Oui et non. Comme je dis, il y a beaucoup de promesses qui sont pricées, qui sont dans le prix actuel. Ces 100 000, ce n'est pas une action, c'est plusieurs actions, mais surtout beaucoup de promesses, notamment de l'administration Trump. Il ne faut pas qu'elle soit déçue, ces promesses. La réserve stratégique, c'est obligatoire. Sinon, là. Je ne sais pas, mais la réserve obligatoire, est-ce que c'est exécutif ou c'est purement législatif? Je ne sais pas. C'est le département du Trésor. Il y a une loi, il y a un projet de loi qui doit être déposé, je crois d'ailleurs, déjà en cours de rédaction. Donc effectivement, ça doit passer l'étape législative. Donc on verra aussi. Moi, je pense que oui, il y a beaucoup de nuances à observer. Comme je disais, Bitcoin devrait se calmer en termes de volatilité, mais je parlais dans le long terme, plutôt à la fin de l'année prochaine, quand on aura un peu, toute la poussière va être un peu dans le sol, il n'y aura pas trop de bruit. C'est là où on verra ce comportement. Avant ça, pour moi, il y a quelques petits scénarios dans lesquels on pourrait voir ce moins 10, moins 20% journalier, et c'est notamment le manque des promesses, surtout les grandes. La réserve, je pense que politiquement, elle est quasiment obligatoire maintenant pour Trump, mais qui peut être très petite, mais symbolique, donc on verra. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de montant pour l'instant. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire une réserve stratégique? Qu'est-ce que ça veut dire? 1 milliard pour le gouvernement américain, 1 milliard, c'est vraiment le centième. Mais est-ce qu'on va voir? Je pense que l'impact est quand même similaire. Je pense que sauf si vraiment ils disent 10 millions ou 100 millions par mois dans les prochains 12 mois, Pas déçu. tout le monde sera dessus. Pas déçu, 100 millions. Le moment où on va voir le milliard avec un taux de récurrence donné, chiffré, ça doit être suffisant. Ce qui est symbolique de toute façon pour un budget comme l'américain. Mais je pense que ça sera suffisant. Donc on a cette promesse-là. David Sachs, Dodge, le département de Elon Musk, on va voir aussi ce que ça donne et ce que ça peut donner. On va voir aussi si M. Musk, qui est habitué à faire ce qu'il veut, comme patron de ses entreprises et actionnaire aussi, est-ce qu'il va savoir gérer tranquillement les changements d'opinion de Trump, un cabinet qui est assez divers et assez, pas politique j'allais dire, mais qui est assez éloquent et qui parle un peu trop vite et qui ont les pouces assez rapides sur Twitter. On va voir aussi la stabilité de ce gouvernement. Certains qui est très lié au crypto. Ouais, si, imaginons, faut faire gaffe, Donald Trump, au bout de 4-5 mois de s'entourer avec Elon Musk, ce qui me paraît quand même peu probable. Mais là, il faut sortir du Dodge. Non, mais il y a quand même des choses, mais moi, j'y crois pas. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves, la nuance politique. Et si finalement, c'était pas la grande entente sur la première année du mandat. On a besoin d'une entente parfaite la première année du mandat pour péter le cycle au bout. C'est compliqué d'avoir une grande entente aussi homogène avec les personnalités qu'il y a à l'intérieur. Ça va être compliqué, ça c'est sûr. Hein. Ils sont polarisants, comme Trump en soi, qui a été très polarisant avec le Parti républicain à l'époque. Hein, ne l'oublions pas. C'était un candidat idéal médiatique, mais au sein du Parti républicain, c'était pas évident. Hein. Au début surtout. Après, il s'entoure de personnages très publics, très exposés aux médias. C'est bien, ils sont habitués à parler. Mais ils ne sont pas habitués à parler au nom des United States of America. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ils vont devenir des petits ambassadeurs de la marque US partout dans le monde. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire les mêmes commentaires? Est-ce que sentir leur liberté d'expression restreinte du fait d'avoir un poste politique, public, ça ne va pas leur impacter? On verra. C'est des gens qui sont habitués vraiment à faire ce qu'ils veulent. Politiquement, ça va être un challenge, c'est clair. Oui. Donc je pense que les nuances négatives, on va dire, elles sont plutôt dans ce sens-là. On parlait de bancarisation, je disais avant, bancarisation, institutionnalisation, on pourrait parler aussi de politisation du Bitcoin. C'était un peu le bear market de mémoire quand c'était 2011-2013. Les deux pullbacks qu'on a eu, je ne sais plus. L'un c'était Mt. Gox, l'autre c'était le gouvernement chinois, complètement, qui avait banni en soi le Bitcoin.
À l'époque, on a pensé que c'était la fin parce que les investisseurs chinois dans les crypto-monnaies représentaient énormément de force et surtout côté mining, qui était un peu ce qui donnait la valeur à Bitcoin à cette époque. Moi, je me rappelle, mes amis chinois, ils étaient en panique. De quoi je vis maintenant? Tous mes sous sont ici. J'ai des camions qui bougent entre régions. J'ai des camions de Bitcoin. Littéralement, à l'époque, ils t'expliquaient ça comme si c'était un jouet. Non, mais ils allaient entre des régions humides et des régions secs en fonction de la saison, avec des camions, avec des ASICs, enfin comment j'explique ça simplement? Des appareils pour miner des bitcoins et ils se déplaçaient entre les régions internes et humides en fonction des saisons. Et du jour au lendemain, leur business model était disparu. Ils étaient en effet de levier comme des malades. Et la correction au gouvernement chinois, je parle vraiment de mémoire, hein, 70-80% top to bottom, maximum, minimum. Donc c'était conséquent. Donc enfin bref, beaucoup d'impact. En conclusion, parce que j'en ai obligé de conclure à un moment donné, parce qu'on a dit beaucoup de choses, il y a un optimisme latent qui est quand même présent, avec quand même des doutes aussi, parce que tu l'as dit, il y a des choses qui doivent se mettre en place par rapport à ces promesses. Donc comment on conclut cette Outlook 2025, enfin, fin 2024-2025, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on a envie de dire pour, en 2 mots? J'ai utilisé ta phrase, désolé. Mais j'ai aimé comment tu as posé le scénario. C'est 2025, l'année du bull run en soi. 2024, c'est un peu avec décembre 23, c'était un peu le début. Janvier, les ETF, on a commencé. C'est l'année où le bull run a commencé. Mais les anciens prix maximales ont été surmontés, qu'il n'y a que quelques mois. 2025, c'est l'année du bull run, mais aussi c'est la fin de l'année du bull run. Sauf si vraiment Sauf si on pousse jusqu'à janvier-février 2026, mais oui, grand max. grand max, janvier, février. Mais ça va être un peu l'année du super cycle ou pas. On verra ces petites nuances, comment elles vont impacter court, moyen et long terme. Vincent? Non, mais écoutez, moi j'ai envie de dire exactement ce que tu viens de dire. Je vais reprendre la phrase que... Non, mais voilà, C'est très consensuel cette année. Tout le monde est d'accord. simplement, voilà, moi je conclurai sur le fait que il faut pas être dans les derniers à revendre. Il faut avoir conscience que le cycle de Bitcoin est rentré dans sa phase mature, que pour certains, c'est peut-être le tout début, ça y est, en fait, c'est le tout début et ça va monter à 1 million en ligne droite. Non, n'oubliez pas qu'avant le million de dollars, il y aura 12 mois de bear market. Il faut toujours avoir ça en tête. Bitcoin, c'est un super cycle, c'est un cycle qu'on connaît bien, qui est très précis sur le plan du temps. Et je pense que ce cycle temporel se répétera malgré Trump. Je suis d'accord. Il faut être réactif. Je pense aussi comme phrase de conclusion. Donc on en reparlera en 2026. Exactement. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Et puis à l'année prochaine alors. À l'année prochaine. À l'année prochaine.